quelque chose vient de se produire au Moyen-Orient. Et personne n'y était vraiment préparé. Ni l'Iran, ni Washington, ni les analystes qui passent leur carrière à étudier chaque mouvement dans cette région. L'Arabie Saoudite a mené une frappe si précise, si calculée et si dévastatrice sur le plan stratégique qu'elle n'a pas seulement changé la situation sur le terrain, elle a changé les règles du jeu. Et le plus extraordinaire, c'est que cela ne s'est pas produit par la diplomatie, ni par une résolution de l'ONU, ni par des négociations en coulisses, mais par l'action. Une action froide, délibérée, irréversible. L'Iran fait maintenant face à une réalité qu'il n'avait intégrée à aucune de ses planifications, une réalité où son outil stratégique le plus puissant, celui qu'il brandissait devant le monde entier depuis des décennies, vient peu de lui être arraché des mains. Et les États-Unis, la force militaire la plus puissante de la planète, tentent maintenant de comprendre ce que l'Arabie Saoudite vient de faire et ce que cela signifie pour tous les calculs que Washington a fait au sujet de cette région. C'est pas un simple bruit de fond, c'est pas une tension de routine. Ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz est le genre d'événement que les historiens regarderont comme un point tournant. Et le monde commence à peine à en mesurer tout le poids. Pour comprendre pourquoi ce moment est si important, il faut d'abord comprendre la géographie. Le détroit d'Ormuz est une étroite bande d'eau située entre la péninsule arabique et l'Iran. C'est, sans exagération, la voie maritime la plus lourde de conséquences à la surface de la Terre. Chaque jour, près de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole y transite. Des pétroliers transportant des millions de barils de pétrole brut empruntent ce passage en continu, alimentant les besoins énergétiques de l'Europe, de l'Asie et d'économies partout sur la planète. Si ce flux s'arrête, les conséquences atteignent tous les coins du monde. Les prix du carburant montent en flèche, les chaînes d'approvisionnement se brisent, les économies qui dépendent de coûts énergétiques stables commencent à fissurer, l'Iran l'a toujours su. Pendant des décennies, la doctrine militaire iranienne a traité le détroit d'Ormuz comme son ultime carte de négociation. Le message a toujours été le même et il a été livré ouvertement, sans subtilité. Si l'Iran est poussé trop loin, si les sanctions deviennent trop douloureuses, si une confrontation militaire devient inévitable, l'Iran fermera le détroit. Il utilisera tous les outils à sa disposition, drones, missiles, mines et moyens navals, pour étrangler l'approvisionnement mondial en pétrole et prendre l'économie mondiale en otage. Et pendant des décennies, cette menace a fonctionné. Aucune puissance régionale n'était prête à provoquer une confrontation directe dans le détroit. Le risque était tout simplement trop élevé. L'Iran comptait sur le fait que ce calcul resterait inchangé. L'Arabie Saoudite vient de le changer. L'Iran se préparait depuis des mois. Son corps des gardiens de la révolution islamique, ou IRGC, renforçait méthodiquement ses infrastructures défensives et offensives près de Bandar Abbas, sur la côte iranienne qui surplombe le détroit. Des systèmes de surveillance avaient été déployés, des batteries de missiles côtiers avaient été positionnées, des essaims de drones étaient préparés et prêts. Un silo de missiles cachés avait été construit à l'intérieur de la ligne de crête montagneuse au-dessus de la côte. Toute cette architecture avait été conçue avec un seul objectif, rendre toute contestation de la domination iranienne sur le détroit si coûteuse que personne ne tenterait de la défier. L'Arabie Saoudite observait chaque mouvement et elle préparait son plan. L'opération saoudienne s'est ouverte par une frappe de missiles de croisière de précision visant directement le centre de commandement de l'IRGC à Bandar Abbas. La frappe a été exécutée avec un niveau de précision qui a sectionné la structure de commandement iranienne avant que ses forces puissent organiser une réponse coordonnée. En quelques secondes, le système nerveux du réseau de défense côtière iranien a été coupé. Que de installation qui aurait coordonné les lancements de drones, les salves de missiles et les mouvements navals a été neutralisé avant qu'un seul ordre puisse être transmis. Des avions de chasse saoudiens F-15S à Eagle survolaient la zone pour fournir un soutien aérien à l'opération. Ils font partie des appareils de combat les plus avancés de la force aérienne saoudienne, modernisés spécialement pour les missions de frappe en profondeur et la guerre électronique. Les pilotes qui pilotaient ces appareils s'étaient entraînés précisément pour ce type de scénario. Ils connaissaient le terrain, ils connaissaient l'environnement de menace et ils ont exécuté la mission sans un instant d'hésitation.
Ce qui a distingué cette opération de tout ce qui avait été vu auparavant, c'est pas seulement la technologie utilisée, c'est le renseignement, la préparation et la discipline. Chaque cible du plan de frappe saoudien avait été choisie délibérément. Chaque décision de synchronisation avait été prise avec soin. C'était pas une réaction, c'était une opération préventive bâtie sur des mois de collecte de renseignements et de planification stratégique. La réponse de l'Iran est survenue en quelques minutes et elle a été massive par son ampleur, sinon par sa coordination. Les forces iraniennes ont lancé plus de 150 drones kamikazes, Shahed, 136 vers le détroit. Ce sont des drones suicides à faible coût, chacun conçu pour foncer directement sur une cible et exploser à l'impact. Ils ne sont pas précis individuellement, ils n'ont pas besoin de l'être. La stratégie repose entièrement sur le volume, lancez-en suffisamment en même temps, et les systèmes défensifs se retrouvent débordés en tentant de suivre et d'intercepter chacun d'eux. L'Iran avait utilisé cette même tactique avec une efficacité dévastatrice en Ukraine par l'entremise de ces arrangements d'approvisionnement avec la Russie. Et les analystes militaires à travers l'OTAN étudiaient ces résultats avec une inquiétude grandissante. Au même moment où l'essaim de drones était lancé, les batteries côtières iraniennes ont tiré 12 missiles antinavires. Ces missiles ont volé à seulement 10 pieds au-dessus de la surface de l'eau, assez bas pour échapper à la détection radar aussi longtemps que physiquement possible. Leur cible était le destroyer américain USS Harley Burke qui patrouillait la bordure et la voie maritime. L'Harley Burke est l'un des navires de guerre les plus capables de la marine américaine, équipé de certains des systèmes de défense antimissiles les plus avancés sur Terre. Il a été poussé à l'extrême limite de sa capacité défensive dans les toutes premières minutes de l'engagement. Des bateaux arsenaux iraniens cachés, déguisés en bateaux de pêche traditionnels, s'étaient aussi positionnés dans le chenal de navigation. Ils se sont révélés et ont ouvert le feu à courte portée, ajoutant un troisième vecteur à une confrontation déjà multifront, qui avait escaladé plus rapidement que presque tous les planificateurs de scénarios militaires ne l'avaient modélisé. Le superpétrolier Al-Mubarak se trouvait dans le détroit. Lorsque tout cela a commencé, il transportait 2 millions de barils de pétrole brut. S'il avait été touché et détruit, l'incendie qui en aurait résulté aurait, à lui seul, fermé le détroit pendant des semaines. Les économistes qui modélisent ce type de perturbation ont calculé qu'une fermeture prolongée du détroit ferait grimper les prix mondiaux du pétrole au-delà de $200 le baril. Ce chiffre entraîne des conséquences si vastes qu'elles sont réellement difficiles à contenir dans un seul cadre. Inflation dans chaque économie dépendante des importations, crainte de récession se transformant en réalité de récession, pauvreté énergétique se répandant dans des communautés qui n'y avaient jamais été confrontées auparavant. Le monde est passé à très peu de distance de voir tout cela se produire simultanément, ce qui a ramené la situation du bord du gouffre. C'est une combinaison de puissance aérienne saoudienne, de capacités de défense navale américaine et d'un système secret dont presque personne ne connaissait l'existence. L'Arabie saoudite avait déployé dans le détroit un système d'interception sous-marin, prépositionné sur le fond marin, capable d'être activé à distance. Ce système, appelé Project X dans les milieux de la défense, a détruit un missile balistique iranien dans sa phase terminale dans les dernières secondes avant l'impact. C'était le premier déploiement réussi de ce type d'intercepteur basé sur le fond marin dans un environnement de combat réel, et ses implications pour l'architecture de défense maritime à l'échelle mondiale sont profondes. Le centre de commandement de l'IRGC a été détruit. Le silo de missiles caché dans la montagne a été éliminé dans une explosion secondaire si puissante que le souffle a été capté par des images satellites depuis l'orbite. L'essaim de drones iraniens a été considérablement affaibli par les moyens aériens saoudiens et les défenses navales américaines. Les bateaux arsenaux ont été neutralisés avant de pouvoir causer davantage de dommages. L'Al-Mubarak a quitté la zone de danger. Le destroyer USS Harley Burke, endommagé et poussé à ses limites, a tenu bon. La confrontation a duré environ 20 minutes, de la première frappe à la conclusion opérationnelle. 20 minutes qui ont restructuré les dynamiques de puissance de la voie maritime la plus importante sur le plan stratégique de la planète.
Les marchés pétroliers en ont ressenti l'impact en quelques heures. Les courtiers n'avaient pas besoin d'analyse pour comprendre ce qu'un détroit menacé signifie pour l'approvisionnement. Les prix ont bondi brusquement à mesure que la nouvelle se répandait dans les marchés mondiaux des matières premières. Les assureurs maritimes ont commencé des réévaluations d'urgence des cotes de risque du corridor du Golfe. Les ministres de l'énergie dans des capitales de Tokyo à Berlin passaient des appels avant même l'ouverture de la journée de négociation. Les pertes de l'Iran vont au-delà des infrastructures physiques. Le réseau de défense côtière de l'IRGC, construit pendant des années à un coût énorme, a été démantelé en une seule opération. Plus dommageable encore que la destruction physique, il y a ce que cela a révélé. L'architecture de dissuasion de l'Iran, ce système de menaces et de capacités qu'il avait utilisé pour tenir le monde à distance, s'est révélé pénétrable. Vulnérable d'une manière que les dirigeants militaires iraniens n'avaient pas prévu et qu'ils auront beaucoup de mal à expliquer à leur propre population. Pour l'Arabie Saoudite, les conséquences stratégiques portent un autre type de poids. Riyad a démontré quelque chose que des années de signaux diplomatiques n'auraient jamais pu communiquer pleinement. Elle a prouvé qu'elle possède à la fois la capacité militaire et la volonté nationale d'agir contre l'agression iranienne sans attendre une autorisation internationale, sans s'en remettre aux directives américaines et sans hésiter devant les conséquences. Cette démonstration change la façon dont chaque gouvernement de la région du Golfe calcule sa position pour la suite. L'Arabie Saoudite n'est plus simplement un État riche qui achète des armes avancées. C'est une puissance militaire éprouvée, dotée d'une crédibilité opérationnelle acquise dans des conditions de combat réels, au lieu stratégique le plus sensible du monde. Les États-Unis font face à un ensemble de conséquences à plusieurs niveaux, qui tirent simultanément dans des directions différentes. À un niveau, l'opération a démontré que les plateformes construites par les Américains, la technologie américaine et les moyens navals américains peuvent fonctionner efficacement aux côtés d'un partenaire régional capable sous une véritable pression de combat. La coordination a fonctionné, mais à un autre niveau, Washington gère maintenant les suites d'une escalade militaire majeure dans la même région où il mène des processus diplomatiques liés aux ambitions nucléaires de l'Iran. Un Iran affaibli et humilié publiquement n'est pas un Iran plus coopératif, c'est un Iran plus imprévisible. Les puissances acculées, au prestige abîmé, prennent rarement des décisions calmes et rationnelles. Les leçons technologiques tirées de cette confrontation résonnent dans les ministères de la Défense du monde entier. La stratégie d'essaim de drones employée par l'Iran, 150 drones suicides, lancés simultanément et à faible coût, fait l'objet d'une étude intensive. La question fondamentale qu'elle soulève est profondément inconfortable pour les institutions militaires construites autour de systèmes de défense antiaérienne coûteux et haut de gamme. Si un essaim de drone à 20 000 $ peut pousser un destroyer de pointe à la limite de sa capacité défensive, qu'est-ce que cela signifie pour la doctrine navale, pour la composition des flottes, pour l'économie de la guerre moderne? Ces questions n'ont pas de réponse facile et elles sont posées avec urgence en ce moment. Le système d'interception sous-marin déployé par l'Arabie Saoudite reçoit une attention tout aussi intense. La défense antimissile prépositionnée sur le fond marin représente une catégorie de capacité que la plupart des nations n'avaient pas sérieusement intégrée dans leurs architectures de sécurité. Il faut s'attendre à des investissements importants dans des systèmes similaires de la part des États du Golfe et des alliés des États-Unis dans les prochaines années. La valeur stratégique d'une infrastructure défensive secrète et prépositionnée vient d'être démontrée dans l'environnement le plus convaincant possible. Ce qui vient ensuite est réellement incertain et cela fait partie de ce qui rend ce moment si important. L'Iran n'a pas disparu, sa direction est intacte, ses ambitions n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est son calcul. Et une nation qui recalcule sous pression, avec un prestige abîma, nation militaire humiliée au centre de sa structure de pouvoir, n'arrive pas toujours à des conclusions stables. L'IRGC n'est pas simplement une force militaire à l'intérieur de l'Iran. C'est une institution politique profondément ancrée dans la structure de pouvoir du pays, dans son économie et dans sa gouvernance. Un IRGC qui a subi une défaite militaire très publique et très importante subit ses propres pressions institutionnelles pour répondre. Cette pression peut pousser la direction iranienne vers des actions destinées à restaurer l'image de force à l'interne.
peu importe si ces actions sont stratégiquement rationnelles vu de l'extérieur. Les États-Unis doivent maintenant prendre une série de décisions qui comportent de graves conséquences, peu importe la direction choisie. Washington reconnaît-il officiellement sa coordination avec l'Arabie Saoudite dans cette opération? Augmente-t-il sa présence navale dans le Golfe comme signal d'engagement? Cherche-t-il à intensifier le dialogue diplomatique avec Téhéran pour empêcher une nouvelle escalade? Ou laisse-t-il la nouvelle réalité militaire s'installer sans commentaire public, laissant la pression monter tout en surveillant la réponse interne de l'Iran? Aucun de ces choix n'est sans risque significatif. Et tous façonneront ce qui arrivera ensuite dans une région qui vient d'absorber l'une de ces confrontations militaires les plus importantes en une génération. La dimension humanitaire de tout cela ne peut pas être réduite à une note de bas de page stratégique. Le Yémen a été dévasté par des années de conflits alimentés par l'AG